J'étais en retard pour le rendez-vous de dialyse de ma fille. Mes parents m'ont dit, annule ça, tout simplement. Ta sœur doit aller au centre commercial. Quand j'ai refusé, mon père a hurlé de colère, je ne le dirai qu'une seule fois. Emmène ta sœur. Lorsque j'ai supplié, il en va de la vie de ma fille, ma mère m'a attrapé, m'a jeté contre le mur, et a crié, son avenir à elle est important. Celui de ta fille ne l'a jamais été. Ma sœur a eu un sourire narquois et a dit, je suis prête. Dépêche-toi. Ils se sont approchés de ma fille en disant, tu n'apprendras pas comme ça. Finissons avec elle. Ensuite, tu pourras emmener ta sœur. Après avoir vu ma fille désespérée, j'ai attrapé une poêle chaude et j'ai commencé à la brandir. Puis j'ai emmené ma fille à l'hôpital, mais je n'en avais pas terminé. Je me suis assuré qu'ils perdent absolument tout. L'horloge du tableau de bord indiquait 14h47. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Le trafic avançait à une allure exaspérante, et chaque seconde qui passait me semblait une éternité me glissant entre les doigts. Le rendez-vous de dialyse de Zoé était prévu pour 15 heures, et nous étions encore à 15 minutes de l'hôpital. Manquer ce rendez-vous n'était pas une option. Ses reins étaient défaillants depuis 2 ans, et ses traitements étaient la seule chose qui maintenait ma fille de 8 ans en vie, pendant que nous attendions un donneur compatible pour une greffe. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai répondu via le Bluetooth de la voiture, en essayant de garder une voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. « Serena, où es-tu » Son ton avait cette pointe d'irritation si familière. « Je suis coincé dans les embouteillages, maman. Je rentrerai plus tard ce soir. Zoé a son rendez-vous de dialyse maintenant. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Ta sœur a prévu une virée au centre commercial et elle a besoin que tu la conduises. Annule simplement ce rendez-vous et déplace-le. » Je suis resté bouche bée. L'audace pure et simple de cette demande m'a glacé le sang. Maman, je ne peux pas annuler la dialyse de Zoé. Elle a besoin de ce traitement. Son corps ne peut pas fonctionner sans. Nous sommes presque à l'hôpital. La voix de papa a retenti au téléphone, dure et autoritaire. Je ne vais le dire qu'une seule fois. Emmène ta sœur. Elle prépare cette sortie shopping depuis des semaines. Ta fille peut bien attendre quelques heures. Il en va de la vie de ma fille. Les mots sont sortis de ma bouche, brute et désespérée. Elle fera une insuffisance rénale si elle manque ce rendez-vous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le trafic a enfin recommencé à bouger. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, zigzagant entre les fils. Dans le rétroviseur, Zoé était assise, attachée dans son rehausseur, l'air pâle et fatigué. Des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses petites mains serraient son lapin en peluche préféré. Elle avait été si courageuse à travers tout ça, le diagnostic, les aiguilles, les visites interminables à l'hôpital. À 8 ans, elle n'aurait pas dû avoir à être aussi forte. Maman, je dois te laisser. Nous entrons sur le parking de l'hôpital. N'ose même pas me raccrocher au nez, Serena. J'ai mis fin à l'appel quand même. Faire entrer Zoé était tout ce qui comptait. Nous sommes arrivés au service de néphrologie pédiatrique avec 3 minutes d'avance. Les infirmières nous connaissaient par notre nom à ce stade. Nous venions ici 3 fois par semaine depuis 24 mois, à regarder les minutes s'écouler pendant que des machines filtraient les toxines de son sang. La procédure durait 4 heures. Je me suis assise à côté du fauteuil de Zoé, tenant sa main libre pendant qu'elle s'assoupissait en regardant des dessins animés sur la tablette. D'autres parents occupaient les fauteuils autour de nous, tous arborant la même expression épuisée. Nous étions membres d'un club que personne ne voulait rejoindre. Mon téléphone n'a cessé de vibrer pendant toute la séance. 17 appels manqués de maman. 9 de papa. 12 SMS de ma sœur, Amélia. Chacun plus arrogant que le précédent. Où es-tu? C'est tellement égoïste. Tu ruines mes projets. Maman et papa ont raison à ton sujet. Quand le traitement de Zoé s'est terminé à 19h15, je l'ai aidée à retourner à la voiture. Elle se déplaçait lentement, encore groggy d'être restée allongée si longtemps. On peut avoir des nuggets de poulet, maman? Absolument, mon cœur. Tout ce que tu veux. Nous nous sommes arrêtés au drive en rentrant. Zoé a repris un peu de poil de la bête en mangeant ses nuggets, fredonnant au son de la radio. Ces petits moments de normalité me permettaient de tenir.
Tant qu'elle pouvait encore sourire et chanter, nous allions traverser ce cauchemar ensemble. La maison était sombre lorsque nous nous sommes garés dans l'allée à 20h30. Le pick-up de papa était à sa place habituelle, et la berline de maman était garée à côté. La BMW d'Amélia occupait la moitié de l'allée, me forçant à me garer dans la rue. J'ai porté Zoé à l'intérieur, sa tête reposant sur mon épaule. Elle s'était de nouveau endormie pendant le trajet, épuisée par le traitement. Le salon a explosé de bruit au moment où j'ai franchi la porte. Enfin. Tu as la moindre idée du temps que j'ai attendu? Amélia se tenait près du canapé, les bras croisés, son sac à main de créateur pendant à son coude. Elle portait une nouvelle tenue, probablement quelque chose de cher qu'elle avait acheté lors de sa dernière virée shopping. Parle moins fort. Zoé dort. Je me fiche de ta gamine. Tu étais censé m'emmener au centre commercial il y a 4 heures. Maman a surgi de la cuisine, le visage déformé par la colère. Où étais-tu? Ton père et moi t'avons appelé tout l'après-midi. Je vous l'ai dit, Zoé avait sa dialyse. Elle ne peut pas manquer ses rendez-vous. Papa s'est levé de son fauteuil, son expression dure comme la pierre. Tu nous as délibérément désobéi. Les besoins d'Amélia passent en premier dans cette famille. Quelque chose en moi a cédé. Des années de ce traitement, de ce favoritisme flagrant, me sont revenus en pleine figure. En grandissant, Amélia avait toujours été l'enfant prodige, que des A, reine du bal de promo, bourse complète pour l'université. Pendant ce temps, j'avais cumulé 2 emplois pour payer mes études d'infirmière tout en vivant dans un studio. Quand je suis tombée enceinte de Zoé à 23 ans, mon petit ami de l'époque a disparu. Je l'avais élevée seule, construisant une vie pour nous à partir de rien. Amélia était revenue vivre à la maison après l'université, sans payer de loyer, pendant que je luttais pour payer les factures médicales croissantes de Zoé. Nos parents avaient payé pour la voiture d'Amélia, ses cartes de crédit, ses vacances en Europe l'été dernier. Ils ne m'avaient jamais offert un centime, même lorsque j'avais supplié pour de l'aide avec les frais d'hôpital de Zoé. L'avenir de ta sœur est important, a dit maman en se rapprochant. Elle doit réseauter, entretenir son image. Ses sorties sociales sont cruciales pour ses perspectives de carrière. Zoé a besoin de la dialyse pour survivre. Ne me parle pas sur ce ton. La main de maman s'est abattue, saisissant mon bras. Avant que je puisse réagir, elle m'a poussé en arrière. Mon épaule a heurté le mur, la douleur irradiant le long de ma colonne vertébrale. Zoé a bougé dans mes bras mais ne s'est pas réveillée. Son avenir à elle est important. Celui de ta fille ne l'a jamais été. Le visage de maman était à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma joue. Amélia ira loin. Ton erreur d'enfant ne fait que freiner cette famille. Amélia a eu un sourire narquois de l'autre côté de la pièce. Je suis prête. Dépêche-toi. Les magasins ferment dans 2 heures. Mon cœur battait la chamade. J'avais toujours su qu'il préférait Amélia, mais les entendre rejeter la vie de Zoé avec une telle désinvolture a brouillé ma vision de rage. J'ai commencé à me diriger vers les escaliers, ayant besoin d'éloigner Zoé de cet environnement toxique. Nous resterions dans mon ancienne chambre ce soir, puis nous réfléchirions à la suite demain. Papa m'a bloqué le passage. Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas emmené ta sœur. Pousse-toi, s'il te plaît. Ta mère a raison. Nous t'avons soutenu, toi et cette gamine, depuis trop longtemps. Il est temps que tu commences à faire passer la famille en premier. Zoé est ma famille. Amélia a ri, un son cruel qui a résonné dans la pièce. Cette chose n'est pas de la famille. C'est un fardeau. Ils se sont déplacés ensemble, tous les 3, m'encerclant dans le couloir étroit entre le salon et les escaliers. Maman a tendu la main vers Zoé, essayant de l'arracher de mes bras. J'ai reculé brusquement, mais la main de papa s'est refermée sur mon épaule. Amélia a attrapé la jambe de Zoé. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. La voix de maman est devenue froide et calculatrice. Tu n'apprendras pas comme ça. Finissons avec elle. Ensuite, tu pourras emmener ta sœur. Les mots n'ont pas eu de sens au début. Puis j'ai vu les mains de papa se diriger vers la gorge de Zoé, et la compréhension m'est tombée dessus comme une douche glacée. Ils allaient la blesser, peut-être pire, pour prouver je ne sais quel point tordu sur l'obéissance et la hiérarchie familiale. Les yeux de Zoé se sont ouverts en grand. Elle m'a regardé avec une telle terreur, une telle confusion. Maman. Quelque chose de primal a pris le dessus.
J'avais passé 8 ans à protéger cet enfant, à me battre contre les compagnies d'assurance, à plaider auprès des médecins, à faire des gardes doubles pour payer ses médicaments. Personne n'allait la toucher. Personne n'allait me l'enlever. La cuisine était juste à ma gauche. Je pouvais voir la cuisinière à travers l'encadrement de la porte, la poêle en fonte encore posée sur le brûleur où maman avait préparé le dîner plus tôt. D'un mouvement fluide, j'ai basculé le poids de Zoé sur mon bras droit et j'ai bondi vers la cuisine. Mes doigts se sont refermés sur la poignée de la poêle. Elle était encore tiède, pas assez chaude pour brûler, mais assez lourde pour faire des dégâts. Je l'ai brandie. La poêle a heurté le bras tendu de mon père avec un craquement répugnant. Il a hurlé et a reculé en trébuchant. J'ai frappé à nouveau, attrapant maman à l'épaule alors qu'elle essayait de saisir Zoé. L'impact l'a projetée sur la table basse. « Laissez-nous tranquilles » ai-je crié, brandissant la poêle comme une arme. « Ne touchez plus jamais à ma fille. » Amélia a reculé vers la porte, le visage pâle. Pour la première fois de sa vie de privilégiée, elle avait l'air vraiment effrayée. Bien. Elle devait l'être. Je ne me suis pas arrêté pour voir s'ils étaient gravement blessés. Serrant Zoé contre ma poitrine d'un bras et tenant la poêle de l'autre, j'ai couru vers la porte d'entrée. Mes clés de voiture étaient toujours dans ma poche. J'ai tâtonné avec la serrure. Puis nous étions dehors, dans l'air frais de la nuit. Zoé pleurait maintenant, son petit corps tremblant. « Ça va, mon bébé. Tout va bien. Je suis là. » Je l'ai attachée dans son siège auto, mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à manipuler les sangles. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte à la volée. Papa se tenait en silhouette dans la lumière, tenant son bras. « Tu vas le regretter » a-t-il crié. « On va appeler la police. Tu nous as attaqués. » Je n'ai pas répondu. J'ai passé la première et j'ai démarré en trombe, laissant des traces de pneus sur l'asphalte. Zoé sanglotait sur la banquette arrière, confuse et effrayée. Mes propres larmes brouillaient ma vision, mais j'ai continué à conduire, mettant de la distance entre nous et cette maison de l'horreur. Nous avons fini par retourner à l'hôpital. Le personnel des urgences nous connaissait grâce aux visites régulières de Zoé. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, que nous avions été attaqués, que nous n'avions nulle part où aller en sécurité, ils ont immédiatement appelé la sécurité et les services sociaux. Une femme bienveillante, le docteur Elisabeth Amonde, a examiné Zoé de manière approfondie, vérifiant l'absence de blessures. Pendant ce temps, un travailleur social de l'hôpital, Grégory Torres, m'a parlé dans une pièce privée. « Vous avez bien fait de protéger votre fille » a-t-il dit doucement. « Je vais vous aider à déposer une plainte et à obtenir une ordonnance restrictive. Avez-vous un endroit sur où rester ce soir ?» J'ai secoué la tête. Mon compte épargne contenait exactement $247. Le loyer de notre petit appartement de l'autre côté de la ville était dû dans 5 jours. Chaque centime que je gagnais partait dans les factures médicales et les produits de première nécessité. Grégory a passé quelques appels. En 1 heure, il nous avait trouvé une place dans un refuge pour victimes de violences domestiques. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était sûr et propre. Le personnel nous a accueillis chaleureusement, nous installant dans une petite chambre avec 2 lits et une salle de bain. Cette nuit-là, après que Zoé se soit enfin endormie, je me suis assise sur mon lit et je me suis laissé aller. Mon corps tout entier me faisait mal suite à la confrontation physique. Mon cœur me faisait encore plus mal. Ces gens m'avaient élevé. Comment leur amour pour Amélia avait-il pu se transformer en une telle haine pour mon enfant innocent? Le lendemain matin, j'ai rencontré un officier de police qui a pris ma déposition. Je lui ai montré les SMS de mes parents et d'Amélia, les messages vocaux exigeant que j'abandonne le traitement médical de ma fille pour une virée shopping. J'ai documenté les bleus sur mon épaule là où maman m'avait poussé, les égratignures sur mes bras dues à la lutte. C'est une preuve claire d'agression et de tentative de nuire à un mineur, a déclaré l'officier Kimberly Park, son expression sombre. Nous allons émettre des mandats d'arrêt pour tous les 3. Je recommande également des ordonnances de protection d'urgence. Et ensuite, ils seront arrêtés et mis en examen. Compte tenu de la gravité des menaces envers votre enfant, je m'attends à ce que le juge fixe une caution substantielle. Vous devriez également parler à un avocat spécialisé en droit de la famille pour des protections de garde permanente. Le refuge où nous logions avait des règles sur la durée du séjour. Nous pouvions rester 30 jours le temps de trouver un logement permanent. Pendant ces premières semaines, j'ai découvert des ressources dont j'ignorais l'existence.
Un défenseur des patients de l'hôpital m'a mis en contact avec une organisation à but non lucratif qui aidait les familles ayant des frais médicaux. Ils ont couvert 2 mois de médicaments pour Zoé, me donnant un peu de répit pour reconstruire nos finances. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube pour chercher des annonces d'appartements. Trouver un propriétaire prêt à louer à quelqu'un dans ma situation s'est avéré presque impossible. Mon crédit avait souffert pendant la maladie de Zoé. Des factures médicales étaient parties en recouvrement quand je n'arrivais plus à suivre les paiements. La plupart des gestionnaires immobiliers rejetaient mes demandes d'emblée. Le 12e jour au refuge, une femme nommée Teresa m'a abordé dans l'espace commun. Elle m'avait entendu au téléphone avec un énième propriétaire qui venait de me refuser. Teresa dirigeait une petite société de gestion immobilière spécialisée dans l'offre de seconde chance aux familles en difficulté. J'ai un 2 pièces de disponible dans un quartier correct, a-t-elle dit, sortant son téléphone pour me montrer des photos. Il est près d'une bonne école primaire, et il y a un parc à 2 rues. Le bâtiment est plus ancien mais bien entretenu. Je peux trouver une solution pour votre situation si vous êtes intéressé. L'appartement était parfait, abordable, propre, et surtout, ils ont accepté notre dossier malgré mes problèmes de crédit. Teresa a même renoncé à la caution après avoir entendu notre histoire. Nous avons emménagé 3 jours plus tard avec des meubles donnés par une association caritative locale et des articles ménagers fournis par le refuge aux familles en transition vers un logement permanent. Zoé s'est adaptée à sa nouvelle chambre avec un enthousiasme surprenant. Elle a disposé ses peluches sur le lit, accroché des dessins au mur et l'a déclaré la meilleure chambre qu'elle ait jamais eue. L'avoir transformé cet espace en quelque chose d'unique m'a rappelé pourquoi je m'étais battu si fort. Les enfants sont résilients lorsqu'ils se sentent en sécurité et aimés. Mon horaire de travail est devenu une danse soigneusement orchestrée. J'étais passé du travail de nuit à l'hôpital à un statut de remplaçante, acceptant des gardes qui coïncidaient avec les horaires de dialyse de Zoé. Certaines semaines, je travaillais 30 heures, d'autres à peine 20. Les revenus fluctuaient énormément, mais cela signifiait que je pouvais être présente à chaque rendez-vous médical sans supplier mes superviseurs pour des congés. L'arrestation de mes parents et d'Amélia a provoqué une onde de choc dans notre famille élargie. Papa avait 2 frères qui ont d'abord refusé de croire les accusations. Oncle Vincent m'a appelé 6 jours après les arrestations, la voix tendue de colère. Ton père dit que vous les avez attaqués sans provocation. Il prétend que tu es instable depuis que Zoé est tombée malade. Que s'est-il vraiment passé, Serena ? Je m'étais préparé à cette conversation. Certains membres de la famille croiraient les mensonges, se rangeraient du côté des gens qu'ils connaissaient depuis plus longtemps. J'ai tout expliqué calmement, les exigences d'annuler la dialyse, l'agression physique, les menaces envers Zoé. J'ai proposé de lui envoyer des copies du rapport de police et des messages textes. Je n'ai pas besoin de voir de preuves, a dit Vincent doucement après une longue pause. J'observe comment il traite Amélia par rapport à toi depuis des années. Ça ne me surprend pas autant que ça le devrait. Je suis désolé d'avoir douté de toi au début. Cette conversation s'est répétée avec des cousins, des tantes, des parents éloignés qui avaient entendu diverses versions des événements. Certains m'ont cru immédiatement. D'autres ont eu besoin de temps pour accepter que les personnes qu'ils pensaient connaître étaient les monstres qui avaient menacé un enfant malade. Quelques-uns, comme la sœur de ma mère, tante Gloria, ont choisi de rester fidèles à mes parents, peu importe les preuves. La famille reste soudée quoi qu'il arrive, m'a dit froidement Gloria lorsque je l'ai croisée à l'épicerie. Tu aurais dû être plus compréhensif des besoins de ta sœur. Je n'ai pas discuté. Les gens qui pouvaient rationaliser la mise en danger d'un enfant ne valaient pas mon énergie. J'ai poussé mon chariot devant elle sans un mot de plus, me concentrant sur les articles du régime spécialisé de Zoé. La procédure judiciaire a traîné pendant des mois, audience préliminaire, présentation des preuves, motion déposée par les avocats de la défense essayant d'obtenir une réduction ou un abandon des charges. Chaque date d'audience signifiait trouver une garde pour Zoé, prendre un congé sans solde, m'asseoir sur des bancs de tribunal inconfortables pendant que les avocats débattaient de technicalités juridiques. Lors d'une audience particulièrement frustrante, l'avocat de la défense a suggéré que mes parents avaient simplement essayé de m'apprendre une leçon sur les priorités. La procureure, une femme brillante nommée Veronica Sanchez, a failli exploser. Tenter de nuire à un enfant nécessitant un traitement médical vital n'est pas une leçon sur les priorités, a rétorqué Veronica. C'est une tentative de meurtre. Appelons les choses par leur nom. Le juge a été d'accord, rejetant la motion de réduction des charges. La caution est restée fixée à $100,000 chacun pour mes parents,
et 75,000 $ pour Amelia. Aucun d'entre eux ne pouvait se le permettre. Ils sont restés en prison préventive pendant 4 mois avant le procès, leur laissant tout le temps de méditer sur leur choix. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai pas accepté leurs appels en PCV de la prison. Chaque tentative de contact a été ignorée. Certaines personnes m'ont traité de froide pour cela, disant que je devrais faire preuve de compassion. Ces gens ne comprenaient pas que la compassion pour les agresseurs se fait souvent au détriment de la protection des victimes. J'avais choisi mon camp, et ce serait toujours celui de Zoé. Pendant ce temps, la vie continuait malgré le chaos juridique. Zoé a terminé sa 3e année avec des notes correctes, compte tenu du nombre de jours d'école manqués pour des rendez-vous médicaux. Son enseignante, Madame Sandra Whitmore, a fait des pieds et des mains pour l'aider à suivre, envoyant les devoirs à notre appartement et proposant du tutorat supplémentaire pendant les pauses déjeuner. Zoé est l'une des élèves les plus déterminées que j'ai jamais eues, m'a dit Madame Whitmore lors d'une réunion parents-professeurs. Elle travaille 2 fois plus dur que ses camarades pour rester à jour. Ce genre de persévérance lui sera très utile dans la vie. L'été est arrivé, apportant à la fois soulagement et défi. Pas d'école signifiait plus de flexibilité avec les horaires de dialyse, mais cela signifiait aussi occuper une enfant de 8 ans active tout en gérant des fonds limités. La bibliothèque locale est devenue notre sanctuaire. Zoé a dévoré des livres sur la médecine, la science, tout ce qui expliquait le fonctionnement du corps humain. Elle posait des questions qui me laissaient parfois perplexe, me forçant à chercher des réponses à ses côtés. Pourquoi les reins tombent-ils en panne, a-t-elle demandé un soir alors que nous dînions à notre petite table de cuisine. Parfois, c'est génétique. Parfois, c'est à cause d'une maladie ou d'une blessure. Tes reins se sont développés différemment de ceux de la plupart des gens, et avec le temps, ils n'ont pas pu suivre ce dont ton corps avait besoin. Mais le nouveau rein fonctionnera mieux. C'est ce que nous espérons, mon cœur. Quand nous trouverons le bon donneur, oui. Elle a hoché la tête, traitant cette information avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. La maladie chronique lui avait volé une partie de son innocence d'enfant, la remplaçant par des connaissances médicales dont la plupart des adultes n'ont jamais besoin. Je détestais ça pour elle, même si j'admirais sa force. Le centre de dialyse est devenu une 2e maison cet été-là. Nous connaissions chaque infirmière par son nom, chaque famille traversant des épreuves similaires. Il y avait Hudson, 8 ans, dont les reins avaient lâché après une grave infection, Sierra, 12 ans, qui était sous dialyse depuis l'âge de 4 ans, Michael, 6 ans, qui chantait des chansons pendant ses traitements pour se distraire de l'inconfort. Ces enfants et leurs familles comprenaient notre réalité d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Ils avaient affronté les mêmes batailles avec les assurances, les mêmes effets secondaires des médicaments, la même incertitude quant au délai de transplantation. Nous célébrions ensemble quand quelqu'un recevait l'appel pour une greffe. Nous pleurions ensemble lorsque des complications survenaient ou que les greffes échouaient. Un après-midi de juillet, alors que Zoé subissait son traitement habituel, je me suis assise dans le salon familial avec la mère de Hudson, Renée. Elle naviguait dans l'insuffisance rénale pédiatrique depuis 3 ans, et ses conseils m'avaient énormément aidé lorsque nous avions reçu le diagnostic de Zoé. « Comment tiens-tu le coup avec tout ça ?» a demandé Renée, faisant référence à l'affaire criminelle qui avait été couverte par les nouvelles locales. « Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas réagi assez vite. Mais tu as réagi. Tu l'as protégé. C'est ça qui compte. » Renée m'a serré la main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Serena. » La plupart des gens se seraient effondrés sous ce genre de pression. Ces mots comptaient plus qu'elle ne l'imaginait. J'avais passé tellement de temps à me demander si j'avais bien fait, si j'avais surréagi, si Zoé serait traumatisée d'avoir assisté à la violence. Avoir la validation d'une autre mère qui comprenait les enjeux a aidé à apaiser certains de ses doutes. Où t'a apporté le procès? L'accusation avait monté un dossier accablant, messages textes, messages vocaux, mon témoignage, et même des images de sécurité de l'hôpital me montrant me précipitant avec Zoé à l'intérieur quelques minutes seulement avant son rendez-vous prévu. Des experts médicaux ont témoigné sur les dangers de manquer des traitements de dialyse, expliquant en détail clinique à quelle vitesse les patients en insuffisance rénale pouvaient se détériorer sans soins réguliers. La stratégie de la défense s'est centrée sur la diffamation. Ils ont appelé des témoins qui ont affirmé que j'avais toujours été dramatique, hypersensible, sujette à l'exagération. La colocataire d'université d'Amelia a témoigné que j'avais été jalouse du succès de ma sœur pendant des années.
Un ancien collègue de l'hôpital a suggéré que j'avais des problèmes de gestion de la colère. Rien de tout cela n'a tenu. Les preuves matérielles étaient trop accablantes. Le jury a regardé la vidéo de moi portant Zoé aux urgences cette nuit-là, ma fille clairement terrifiée et moi arborant des blessures visibles. Ils ont entendu les enregistrements audio où mon père disait « Finissons avec elle », en référence à mon enfant de 8 ans. Les témoins de moralité ne pouvaient pas expliquer ces faits. Au cours des jours suivants, tout s'est accéléré. Mes parents et Amélia ont été arrêtés à la maison. Les nouvelles locales ont repris l'histoire après que quelqu'un ait fait fuiter le rapport de police. Des parents auraient attaqué leur petite fille pour la forcer à obéir à une sortie shopping, titrait un journal. La réaction du public a été rapide et brutale. L'employeur d'Amélia, une prestigieuse agence de marketing, l'a licenciée immédiatement après que l'arrestation soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Nous ne tolérons aucun comportement qui met en danger les enfants, indiquait leur communiqué. Elle avait passé des années à construire sa réputation professionnelle, à réseauter lors de ces événements sociaux coûteux que mes parents avaient financés. Tout s'est effondré en 48 heures. Maman a perdu son poste au conseil de l'église où elle siégeait depuis 15 ans. L'entreprise de construction de papa a souffert car les clients ont annulé des projets, ne voulant pas être associés à quelqu'un accusé d'avoir menacé un enfant malade. Leurs amis et voisins se sont détournés, dégoûtés par ce qu'ils avaient appris. Le système judiciaire a suivi son cours. Tous les trois ont plaidé non coupable, forçant la tenue d'un procès. Leur avocat a essayé de me dépeindre comme une mère célibataire instable qui avait surréagi à des conseils parentaux raisonnables. Cette stratégie s'est retournée contre eux de façon spectaculaire lorsque l'accusation a diffusé les messages vocaux d'Amélia où elle appelait Zoé, cette chose, et suggérait que je devais juste laisser tomber, pour qu'on puisse se concentrer sur ses besoins. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation, agression, mise en danger d'enfants, menaces terroristes et tentative de nuire à un mineur. Le visage du juge était sévère lors du prononcé de la sentence. Maman et papa ont chacun écopé de 8 ans de prison. Amélia a eu 5 ans plus 3 ans de probation à sa sortie. La salle d'audience a retenti de leur halètement choqué, mais le juge est resté impassible. Vous avez ciblé un enfant vulnérable nécessitant un traitement médical vital, a-t-il dit. Ce tribunal prend de tels crimes avec le plus grand sérieux. Mais je n'en avais pas terminé. L'affaire pénale n'était que le début. J'ai intenté une action civile pour détresse émotionnelle, agression et tentative de nuire à Zoé. Mon avocate, une femme féroce nommée Rachel Kim qui avait pris l'affaire pro bono après en avoir lu l'histoire en ligne, s'est attaquée à tous leurs biens. Nous avons réclamé la valeur de leur maison, leurs comptes de retraite, leurs économies. Ils ont essayé de tuer votre fille pour imposer une obéissance mesquine, a plaidé Rachel au tribunal. Ils ont montré un schéma de favoritisme extrême et de mépris pour la vie de leur petite fille. Ils devraient vous dédommager pour chaque facture médicale, chaque séance de thérapie dont Zoé aura besoin, chaque moment de traumatisme qu'ils ont causé. Le procès civil a été brutal. Nous avons fait appel à des témoins experts, des psychologues qui ont expliqué l'impact durable du traumatisme sur les enfants, des professionnels de la santé qui ont détaillé à quel point il aurait été dangereux pour Zoé de manquer sa dialyse, des experts financiers qui ont calculé le coût de son traitement continu. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir qu'il n'avait pas les ressources pour payer. Rachel a démoli cet argument en présentant des preuves des milliers de dollars qu'ils avaient dépensés pour le style de vie d'Amélia tout en refusant d'aider avec les frais médicaux de Zoé. Le jury nous a accordé 1,8 million de dollars de dommages et intérêts. La vente de la maison a généré 340,000 dollars. Leur compte de retraite combiné, une fois liquidé avec pénalité, ont fourni 215,000 dollars supplémentaires. Les polices d'assurance vie qu'ils avaient souscrites des années auparavant ont été rachetées pour 95,000 dollars. Le matériel et les actifs de l'entreprise de papa ont été vendus aux enchères pour 73,000 dollars. La collection de bijoux de maman, qui comprenait plusieurs pièces de valeur héritées de sa mère, a rapporté 41,000 dollars lors d'une vente successorale. Le plus petit compte de retraite d'Amélia a ajouté 28,000 dollars. Sa voiture, une fois saisie et vendue, a contribué à hauteur de 18,000 dollars au jugement. Au total, la liquidation immédiate des actifs s'élevait à 810,000 dollars. Les 990,000 dollars restants proviendraient de saisies sur salaire agressive une fois qu'ils seraient libérés de prison, 25% de tout revenu qu'ils gagneraient pour le reste de leur vie.
Rachel avait également placé des privilèges sur tout héritage futur qu'il pourrait recevoir, toute propriété qu'il pourrait acquérir, et même tout gain de loterie ou règlement de procès. Chaque source de revenus possible serait interceptée pour payer ce qu'il devait. Le processus de recouvrement de cette somme a révélé à quel point leur sentiment de tout mériter était profondément ancré. Lorsque le tribunal a ordonné la vente de leur maison, maman m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, me suppliant de reconsidérer ma décision. C'est notre maison depuis 30 ans, a-t-elle écrit. Nous vous avons élevés, toi et ta sœur, ici. Ne nous enlève pas nos souvenirs. J'ai renvoyé une seule phrase par l'intermédiaire de Rachel, vous avez essayé d'enlever la vie de ma fille pour une virée shopping. La maison s'est vendue en 6 semaines. Un expert comptable judiciaire a épluché leurs finances, découvrant qu'ils avaient dépensé plus de 80,000 $ pour Amelia au cours des 3 dernières années seulement, vêtements de créateurs, vacances de luxe, une croisière en Europe, des séances photos professionnelles pour ses réseaux sociaux. Pendant ce temps, ils avaient refusé de contribuer ne serait-ce que 100 $ pour la quote-part des médicaments de Zoé. Le rapport de l'expert est devenu public. Les amis et les voisins qui avaient autrefois envié leur famille apparemment parfaite chuchotaient maintenant sur ce déséquilibre troublant. Comment personne n'avait-il remarqué? Comment avait-il justifié un favoritisme aussi extrême? L'entreprise de construction de papa s'est complètement effondrée. Ses anciens partenaires ont publié un communiqué se distanciant de lui, annonçant qu'ils avaient renommé l'entreprise pour supprimer son implication. Les actifs de l'entreprise ont été liquidés dans le cadre du recouvrement du jugement, avec du matériel industriel et des véhicules vendus à des entreprises de construction dans 3 comtés. La ruine financière s'est étendue au-delà de la famille immédiate. Le petit ami d'Amelia depuis 2 ans a rompu avec elle par SMS alors qu'elle était en prison. Il avait l'intention de la demander en mariage, a-t-elle raconté à un journaliste qui l'a interviewé, essayant de susciter la sympathie. L'article s'est retourné contre elle de façon spectaculaire lorsque les lecteurs ont inondé la section des commentaires d'indignation, ne comprenant pas qu'elle se sente en droit d'avoir de la sympathie après avoir menacé un enfant malade. Son compte Instagram soigneusement organisé, qui comptait 15,000 abonnés avant l'arrestation, est devenu un cimetière. Les marques qui lui avaient envoyé des produits gratuits pour promotion ont exigé le retour de leurs articles ou un paiement. Ces photos parfaitement filtrées de brunch et de virée shopping attiraient désormais des commentaires comme « Voilà à quoi ressemble un monstre » et « Imaginez vous soucier plus des sacs à main que de la vie de votre nièce ». Elle a fini par supprimer tous ses comptes de réseaux sociaux, mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran ont circulé sur Reddit et Twitter, disséquées par des inconnus qui ne l'avaient jamais rencontrée mais qui reconnaissaient la dynamique toxique. Son nom est devenu synonyme de privilège et de cruauté dans certains espaces en ligne. Les futurs employeurs la chercheraient sur Google et trouveraient des pages de résultats détaillant sa condamnation. Le cercle social de maman s'est désintégré du jour au lendemain. Son club de lecture a cessé de l'inviter aux réunions. L'église qu'elle fréquentait depuis 2 décennies lui a demandé de ne pas revenir après sa sortie de prison. Des femmes qu'elle considérait comme des amies proches depuis des années ont bloqué son numéro et l'ont évité dans les lieux publics. J'ai appris ces détails par l'oncle Vincent, qui a maintenu le contact avec divers membres de la famille, tout en nous soutenant, Zoé et moi. Il venait à notre appartement toutes les quelques semaines, apportant des provisions ou de petits cadeaux pour Zoé. Sa présence offrait un lien avec la famille que j'avais perdue, sans la toxicité qui l'avait empoisonnée. Ta mère a essayé de m'appeler hier, a mentionné Vincent lors d'une visite. Elle voulait que je te convainque d'abandonner le procès civil, disant que la punition pénale était suffisante. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle avait de la chance que tu n'aies pas demandé plus. Que menacer la vie d'un enfant a des conséquences au-delà d'une peine de prison. Il a fait une pause, regardant Zoé colorier à la table de la cuisine. Elle a pleuré et a dit qu'elle n'aurait jamais vraiment fait de mal à Zoé, que ce n'était que des paroles prononcées sous le coup de la colère. Les actes parlent plus que les mots. Elle a attrapé ma fille pendant que papa tendait les mains vers sa gorge. J'ai vu l'intention dans leurs yeux cette nuit-là, oncle Vincent. Ce n'était pas juste de la colère. Il a hoché lentement la tête. Je te crois. Et je le lui ai dit aussi. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'ils sont brûlés. L'ordonnance restrictive que j'avais obtenue est restée en vigueur pendant 5 ans. Aucun d'entre eux ne pouvait s'approcher à moins de 150 mètres de Zoé ou de moi. Ils ne pouvaient pas nous contacter directement ou par des tiers. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Pour la première fois de ma vie, j'avais une protection légale contre leur manipulation et leur ingérence.
Les séances de thérapie de Zoé avec le Dr Foster se sont poursuivies 2 fois par semaine. Nous nous asseyons dans le bureau confortable avec son éclairage doux et ses étagères pleines de jouets pendant que Zoé assimilait ce dont elle avait été témoin. Certaines séances, elle parlait librement de ses sentiments. D'autres fois, elle communiquait par le jeu, mettant en scène des scénarios avec des poupées qui représentaient sa famille. Elle fait d'excellents progrès, m'a dit le Dr Foster après une séance en septembre. Les cauchemars ont considérablement diminué, et elle développe des mécanismes d'adaptation sains pour le stress. Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'ils se sentent en sécurité et soutenus. Elle pose encore des questions sur eux parfois, pourquoi ses grands-parents ont agi de cette façon, si Amelia l'a jamais aimé. Ce sont des questions avec lesquelles elle pourrait se débattre pendant des années. L'important est que vous soyez honnête avec elle de manière adaptée à son âge. Elle doit comprendre que leur comportement était mauvais et n'avait rien à voir avec sa valeur en tant que personne. Je travaillais avec mon propre thérapeute, le Dr Harold Green, pour gérer les émotions complexes entourant la situation, la culpabilité de ne pas avoir reconnu le danger plus tôt, la colère face à des années de manipulation que j'avais tolérées, le deuil des relations familiales qui n'existeraient jamais. Vous ne pouvez pas changer le passé, a dit le Dr Green lors d'une séance. Mais vous avez protégé l'avenir de Zoé. C'est ce qui compte maintenant. La question est, comment avancez-vous sans laisser leurs actions définir votre histoire? Cette question m'est restée. J'avais consacré tellement d'énergie aux batailles juridiques, à m'assurer qu'ils en subissent les conséquences, à protéger Zoé de tout mal supplémentaire. Mais que venait-il ensuite? Comment construisions-nous une vie qui n'était pas centrée sur le traumatisme et la vengeance? La réponse est venue progressivement, à travers de petits moments, le rire de Zoé pendant une soirée cinéma, la satisfaction de payer les factures à temps avec l'argent du règlement, la liberté de prendre des décisions sans me soucier du jugement ou de la manipulation parentale. Nous construisions quelque chose de nouveau sur les décombres de ce que nous avions perdu. Octobre a apporté le 9e anniversaire de Zoé. Elle voulait une petite fête à notre appartement avec 3 amis du centre de dialyse. Nous avons décoré avec des guirlandes et des ballons, fait un gâteau maison et joué à des jeux qui tenaient compte des différents niveaux d'énergie et des restrictions médicales des enfants. C'était simple, joyeux, et exactement ce dont elle avait besoin. En regardant ces 4 enfants rire ensemble, les visages rouges d'excitation malgré leurs défis médicaux communs, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était cette vie qui valait la peine de se battre, pas les victoires juridiques ou le règlement financier, mais ces moments ordinaires de bonheur d'enfance que la maladie et la dysfonction familiale avaient essayé de lui voler. Oncle Vincent était à la fête, avec René et Hudson, les parents de Sierra et la grand-mère de Michael. Nous avions créé une famille de cœur, composée des personnes qui étaient toujours là, qui célébraient l'existence de Zoé au lieu de la traiter comme un fardeau. Les liens du sang importaient bien moins que l'amour et le soutien sincère. Alors que l'automne s'installait, le jugement civil a commencé à générer des fonds réels. Le produit de la vente de la maison est arrivé en premier, déposé sur un compte en fiducie que Rachel avait établi. Ensuite sont venues les liquidations des comptes de retraite, bien que ces montants aient été plus faibles que prévu après les pénalités pour retrait anticipé et la division des biens matrimoniaux. Ils vont rembourser ce jugement pendant des décennies, a expliqué Rachel lors d'une réunion pour examiner les finances. Entre les sommes forfaitaires que nous avons déjà perçues et les saisies sur salaire qui se poursuivront indéfiniment, vous bénéficiez d'une sécurité financière à long terme pour les besoins médicaux de Zoé. Le soulagement était immense. Pour la première fois depuis le diagnostic de Zoé, je ne restais pas éveillé à calculer si je pouvais me permettre sa prochaine recharge de médicaments. Le fonds fiduciaire couvrirait ses frais médicaux, laissant mon salaire d'infirmière pour les frais de la vie courante. Nous pouvions économiser pour son avenir, peut-être même aider à financer ses études le moment venu. Amelia a tout perdu, elle aussi. Sa BMW a été saisie. Elle n'a pu trouver aucun emploi dans la région après sa condamnation pénale. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à 3 États de là, travaillant dans la vente au détail et vivant dans un studio, tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis lui ayant été retiré. La maison de mes parents s'est vendue aux enchères pour 340,000 $. Leurs économies de retraite ont ajouté 180,000 $ supplémentaires. Le reste viendrait lentement, prélevé sur tout revenu qu'ils parviendraient à gagner après la prison. Ils paieraient pour leur cruauté pour le reste de leur vie. Avec l'argent du règlement, j'ai créé un fonds en fiducie pour les dépenses médicales de Zoé. Nous avons déménagé dans un meilleur appartement, dans un quartier sûr avec de bonnes écoles.
Je suis passé à un poste d'infirmière à temps partiel pour passer plus de temps avec elle pendant les traitements et la convalescence. Pour la première fois depuis son diagnostic, je pouvais respirer sans la terreur constante de savoir comment j'allais payer son prochain rendez-vous. Zoé a commencé une thérapie pour gérer ce dont elle avait été témoin. Le docteur Melissa Foster, sa psychologue, était spécialisée dans les traumatismes infantiles. Lentement, progressivement, les cauchemars ont diminué. Elle a commencé à sourire davantage, à jouer avec d'autres enfants au centre de dialyse, à faire des projets pour son avenir au-delà de la maladie. « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» lui ai-je demandé un soir alors que nous colorions ensemble à la table de la cuisine. « Médecin » a-t-elle dit sans hésitation. « Pour pouvoir aider d'autres enfants comme moi. » Ma poitrine s'est serrée de fierté et d'amour. Cette petite personne résiliente avait tant enduré, un organe défaillant, des procédures médicales sans fin, une attaque par ses propres grands-parents. Pourtant, elle rêvait encore d'aider les autres. Elle croyait encore en un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. 14 mois après la conclusion du procès civil, nous avons reçu l'appel que nous attendions. Un rein était devenu disponible. Zoé était compatible. La greffe a duré 14 heures. Je suis resté assise dans la salle d'attente de l'hôpital, entouré de la petite communauté que nous avions bâtie, les infirmières qui s'étaient occupées d'elle, d'autres familles de greffés avec lesquelles nous nous étions liés d'amitié, et même l'officier Park, qui avait pris ma première déposition. Quand le chirurgien est enfin sorti, épuisé mais souriant, il nous a donné la nouvelle. La greffe a réussi. Son corps accepte le nouveau rein. Si tout se passe bien, elle n'aura plus besoin de dialyse. J'ai sangloté dans mes mains, un mélange de soulagement, de joie et d'épuisement. Zoé aurait une chance d'avoir une vie normale. Elle pourrait aller à l'école sans manquer 3 après-midi par semaine. Elle pourrait faire du sport, aller à des fêtes d'anniversaire, être une enfant sans l'ombre constante de l'intervention médicale. La convalescence a pris des mois. Il y a eu des complications, des épisodes de rejet, des ajustements de médicaments, des rendez-vous de suivi sans fin. Mais progressivement, la couleur est revenue sur ses joues. Les cernes sous ses yeux se sont estompées. Elle a pris du poids, son corps étant enfin capable de traiter correctement les nutriments. Elle riait plus facilement, jouait plus fort, rêvait plus grand. 3 ans ont passé depuis cette terrible nuit. Zoé a maintenant 12 ans et s'épanouit en 5e. L'anniversaire de sa greffe est une célébration dans notre foyer, marquant le cadeau d'une seconde chance. Nous faisons du bénévolat à l'hôpital pour enfants, partageant notre histoire avec d'autres familles confrontées à l'insuffisance rénale. Zoé parle aux enfants de son expérience, offrant espoir et compréhension de la part de quelqu'un qui l'a vécu. Mes parents sont toujours en prison et il leur reste plusieurs années à purger. Amélia a été libérée après avoir purgé la totalité de ses 5 ans et a immédiatement commencé sa période de probation. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils avaient tous les 3 tenté de reprendre contact après leur condamnation, voulant s'excuser et renouer les liens. J'ai bloqué leur numéro. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont fait passer la virée shopping d'Amélia avant la vie de Zoé. Ils en subissent les conséquences. Amélia envoie occasionnellement des emails que je n'ouvre jamais. Je ne sais pas ce qu'ils disent et je m'en fiche. Elle a eu l'occasion d'être une tante, de faire partie de quelque chose de significatif. Au lieu de cela, elle a choisi l'arrogance et la cruauté. L'univers a corrigé ce déséquilibre. On me demande parfois si je regrette la façon dont les choses se sont déroulées. La réponse est simple, absolument pas. J'ai protégé ma fille. Je me suis battu pour sa survie lorsque les personnes qui auraient dû l'aimer voulaient la sacrifier par commodité. Je me suis assuré qu'ils ne pourraient plus jamais faire de mal à un autre enfant comme ils ont essayé de le faire au mien. L'argent du procès est géré avec soin. Le fonds fiduciaire médical de Zoé est suffisamment important pour couvrir ses médicaments anti-rejet, son suivi régulier et toute complication qui pourrait survenir à l'avenir. Nous vivons modestement mais confortablement. Elle fréquente une bonne école, participe à des activités qu'elle aime et à des amis qui l'acceptent exactement comme elle est. La semaine dernière, elle est rentrée à la maison avec un projet scolaire, un arbre généalogique. Elle a soigneusement dessiné des branches, ajoutant des noms et des liens. J'ai remarqué qu'elle m'avait placé au centre, avec seulement nous deux s'étendant vers l'extérieur. Pas de grands-parents, pas de tantes, juste nous et la famille de cœur que nous avions créée, ses médecins, ses amis, les gens qui nous avaient soutenus à travers l'enfer. « Ça va comme ça ?» a-t-elle demandé, sentant mon regard.
Je sais que nous avons d'autres parents, mais ils ne sont pas vraiment ma famille. Tu es ma famille. Les gens qui nous aiment sont ma famille. Je l'ai serré dans mes bras, retenant mes larmes. C'est absolument parfait, mon cœur. Tu comprends exactement ce que signifie la famille. Elle le comprend. À 12 ans, ma fille saisit quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont présents, qui vous protègent, qui font passer votre bien-être avant leur propre convenance. Ce sont les médecins qui se sont battus pour sa survie, les infirmières qui lui ont tenu la main lors de procédures douloureuses, les inconnus qui ont donné de l'argent lorsque notre histoire est devenue publique, l'enseignante qui a envoyé les devoirs à l'hôpital pour qu'elles ne prennent pas de retard. Mes parents et Amélia passeront le reste de leur vie à payer pour ce qu'ils ont fait, tant financièrement que socialement. Leurs réputations sont détruites à jamais. Leur vie confortable a disparu. Ils ont perdu leur relation, leur statut, leur sécurité, tout ce qu'ils appréciaient plus que la vie d'un enfant innocent. Pendant ce temps, Zoé et moi avons construit quelque chose de magnifique sur les décombres. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons un avenir rempli de possibilités au lieu d'une crise constante. Son nouveau rein fonctionne à merveille. Elle devient plus forte chaque jour. Parfois, je passe en voiture devant l'ancienne maison, maintenant habitée par un jeune couple avec un bébé. Le quartier a l'air le même, mais je ne suis plus la même personne qui y vivait. Je suis plus forte maintenant, plus féroce, absolument certaine de mes priorités. Plus personne ne me fera jamais choisir entre leurs désirs et les besoins de ma fille. La poêle en fonte est maintenant dans le placard de notre cuisine, un rappel de la nuit où je suis devenue la mère que Zoé avait besoin que je sois. Pas parfaite, pas toujours patiente, mais prête à me battre comme une lionne pour la protéger. C'est l'héritage que je veux laisser. Pas l'argent, le statut ou l'approbation, mais la certitude absolue qu'elle a toujours valu la peine de se battre. Et 3 ans plus tard, en la regardant aider une enfant plus jeune à l'hôpital à faire face à sa première séance de dialyse, je sais que nous avons gagné. Pas seulement au tribunal, pas seulement financièrement. Nous avons gagné la bataille qui comptait le plus. Elle a survécu. Elle s'épanouit. Et elle sait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est aimée, appréciée et digne de chaque sacrifice que j'ai fait. C'est la vengeance qui compte. Pas de les détruire, bien que les peines de 8 ans de prison et la dévastation financière s'en soient chargées. La vraie victoire, c'est le rire de Zoé, ses rêves, sa conviction inébranlable qu'elle mérite une vie magnifique. Ils ont essayé d'éteindre sa lumière pour préserver leur confortable obscurité. Au lieu de cela, elle brille plus fort que jamais.